Gaël Giraud, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Gaël Giraud, je suis actuellement l'économiste en chef de l'Agence française de développement, qui est une banque publique à but non lucratif qui finance des projets de développement dans les pays des Suds. Je suis également directeur de recherche au CNRS en économie, directeur de la chaire énergie et prospérité, prof à l'école des ponts et jésuite, prêtre catholique romain. Le système financier va bien? Non, alors il va très très mal. Il va d'autant plus mal que un certain nombre de banques ont réussi à convaincre l'opinion publique qu'il allait bien, de sorte que la vigilance, me semble-t-il, d'une partie de la société civile sur les banques s'est beaucoup relâchée. Le symptôme qui ne trompe pas, il y en a deux. Le premier, c'est l'accumulation de dettes privées. Alors, ça devient un vrai problème en France aujourd'hui. La dette privée en France, c'est 133% du PIB français aujourd'hui. C'est beaucoup plus que la dette publique. La dette publique, c'est un tout petit 100%. Dans dette privée, vous avez à la fois la dette des ménages et la dette des entreprises non financières. Pourquoi est-ce que c'est problématique? Parce que ça signifie que vous avez des tas d'acteurs privés qui se sont endettés pour essayer alors pour les uns de survivre, ça c'est le surendettement de la précarité, pour les autres d'investir quand ils y arrivent. Et ils sont piégés parce qu'ils doivent absolument rembourser, et rembourser un peu plus que ce qu'ils ont emprunté, via la mécanique du taux d'intérêt. Usure. Du taux d'usure, mais pour l'instant, je n'ai pas de jugement moral sur la question du taux d'usure, du taux d'intérêt. En tout cas, il y a une mécanique financière très élémentaire qui est que cette dette privée, quand elle est trop importante, elle bloque l'investissement des entreprises. C'est-à-dire que les entreprises ne peuvent plus continuer à investir parce que l'essentiel du cash qu'elles retirent de leurs activités, il faut qu'elles l'utilisent pour rembourser leurs dettes. Et d'une. Et de deux, si elles n'ont pas assez d'activités florissantes, elles font faillite. Et en faisant faillite, ou en repoussant, en négociant des remises de dettes ou bien un délai supplémentaire pour rembourser leurs dettes, elles mettent en difficulté le secteur bancaire lui-même. Alors, dans un pays comme la France, ça ne veut pas dire que la France elle-même va être l'épicentre d'une nouvelle crise financière majeure, peut-être, mais enfin, ce n'est pas immédiat. En revanche, au niveau mondial, on a une telle accumulation de dettes privées que je vois mal comment, aujourd'hui, on pourrait ne pas avoir une nouvelle grande crise. Pourquoi? Parce que cette dette privée, pour être remboursée, exige donc des revenus nouveaux qui permettent aux débiteurs de rembourser leurs créanciers. S'il n'y a pas assez de revenus nouveaux, ils vont devoir vendre leurs actifs, souvent des actifs financiers qu'ils ont achetés à crédit pour rembourser leurs dettes. Et si une masse significative d'investisseurs devient vendeuse sur les marchés, ça fait s'effondrer les prix. Si les prix des actifs financiers s'effondrent, alors beaucoup de ceux qui sont endettés et qui jusqu'à présent allaient bien vont eux-mêmes être en grande difficulté et ça va donner le krach. Le métier traditionnel de la banque, c'est de récolter les dépôts et de faire du crédit auprès des particuliers ou des entreprises, ou quelquefois auprès des États, mais c'est plus rare traditionnellement. Et puis, avec la libéralisation des marchés financiers dans les années 70-80, à la faveur en fait de la fin des accords de Bretton Woods qui ont créé une source d'incertitude majeure avec les taux de change flexibles, le monde financier se dit on va proposer à l'industrie des actifs dérivés qui sont des contrats de protection, d'assurance contre le risque de change, qui était un risque nouveau, puisque jusqu'alors, le monde vivait dans des régimes de taux de change fixes. Et puis, comme ça a bien marché, l'industrie financière s'est dit il n'y a aucune raison de s'arrêter en si bon chemin, et s'est mise à proposer des actifs dérivés sur un peu tout et n'importe quoi. Donc les taux fixes d'abord, donc les obligations, puis pourquoi pas les actions, puis des dérivés sur les dérivés, puis des dérivés de crédit, etc. On a même fait des dérivés sur la météo. Donc moi j'ai travaillé il y a quelques années sur ce qu'on appelle le pricing, c'est-à-dire la tarification d'actifs financiers dérivés sur la météo qui vous rapporte de l'argent si jamais le manteau neigeux à Courchevel, première semaine de février 2024, était inférieur à 5 cm et obligeait par exemple la station à fermer. La station a besoin de se couvrir contre ce risque et comme les assurances classiques ne couvrent pas, elle achète un produit financier qui la couvre ou qui est censé la couvrir. Voilà. Donc, alors, les banques, du coup, ont découvert que ce type d'activité sur les marchés était en moyenne beaucoup plus rentable que l'activité traditionnelle de crédit, qui, elle, dépend fortement de l'économie réelle. Or, comme vous avez une économie réelle qui est en fait en berne depuis plusieurs décennies, et qui a une croissance très très molle depuis plusieurs décennies,
en gros depuis la fin des années 80. C'est beaucoup plus rentable d'aller spiler, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire d'aller spéculer en fait sur les marchés financiers, plutôt que de se préoccuper de savoir si telle PME dans la Drôme est rentable ou non. Du coup, il y a un certain nombre de banques qui ont fusionné ce genre d'activité. Et en France, nous avons 4 grandes banques systémiques qui sont dites universelles, au sens où elles cumulent ces deux activités. Activité traditionnelle de dépôt et de crédit, activité de marché. BNP Paribas, Société Générale, BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne, et Crédit Agricole. Ces 4 banques-là, nous sommes le seul au monde à avoir 4 banques systémiques dites universelles. Elles font courir à l'économie française un risque majeur parce que le département spéculation sur les marchés financiers est complètement tributaire des risques colossaux que tout le monde court sur les marchés financiers et se repaye, à chaque fois qu'ils font des pertes immenses, se repaye sur le département crédit-dépôt. Alors ça a été caricatural au Crédit Agricole, où vous avez eu en interne une guerre de gouvernance très très profonde, puisque le réseau extrêmement puissant du Crédit Agricole a protesté contre la banque de marché, le département de marché, en disant il n'y a pas de raison que ce soit nous qui essuyions vos pertes. Il n'empêche que le Crédit Agricole a réussi à faire en 2012-2013 plus de 6 milliards de pertes nettes, tout compris, ce qui veut dire que les pertes du département de spéculation financière étaient telles qu'il restait encore 6 milliards après avoir été entièrement épongé, ou partiellement épongé en fait, par le département dépôt et crédit. Alors, pourquoi est-ce que c'est très dangereux? Parce que ce genre de crise et de perte colossale est inévitable, et à cause de toute une série de questions dans le détail desquelles je peux rentrer, et du coup, ça met en danger les comptes de dépôt des déposants français. Or, à hauteur de 72 000 euros. 100 000 euros par 100 000? compte. Ouais, 100 000 euros par compte, d'après la loi. Or, si une grande banque du type BNP Paribas faisait faillite, alors il faut voir que le bilan de BNP, c'est quasiment la taille du PIB français. Hein, c'est de l'ordre de un peu moins de 2000 milliards d'euros. Donc si une grande banque faisait faillite, comme BNP Paribas, la France, l'État français, serait incapable d'honorer la loi de garantie publique des 100 000 euros par compte. Et donc, les grandes banques, du type BNP et d'autres, ont un pouvoir de chantage colossal sur l'État, en disant, écoutez, si vous prenez telle décision, nous sommes très mal. Or, nos bilans sont très fragiles, contrairement à ce qu'ils racontent dans le public. Donc, nous allons mourir. Mais si nous mourons, vous mourrez avec nous, parce que vous n'êtes pas capable d'honorer vos propres engagements.